Chez Lagnac. Imaginez un podcast qui ne parle pas seulement de rêves, mais aussi de cette détermination et cette volonté inébranlable qui les rendent réalisables. Bienvenue dans Lagnac, le podcast entièrement dédié à cet esprit de persévérance qui alimente la réussite. Je suis Stéphanie Haas et je suis partie rencontrer des personnalités fascinantes et des experts pour appliquer les méthodes dans votre propre vie. Ce n'est pas seulement motivant, c'est transformateur. Il y a 5 ans, je rencontre pour la première fois Alban Michon. Sa soif d'aventure, son optimisme et son engagement m'avaient marqué. Avant de découvrir ses recettes, découvrons celui qui avait comme héros le commandant Cousteau. À 11 ans, Alban est tombé fou amoureux de la plongée et en a fait son métier. Explorateur, directeur d'une école de plongée sous glace, il ouvre en 2020 la première école des explorateurs à Tignes. Amoureux du monde polaire, Alban réalise plusieurs expéditions incroyables entre 2010 et 2018 et alerte sur le changement climatique. Ses exploits parlent d'eux-mêmes. 45 jours au pôle Nord pour plonger sous la banquise. 1000 km en kayak de mer en autonomie le long de la côte groenlandaise. Enfin, 62 jours en solitaire sur la banquise en parcourant 450 km. L'histoire continue car il se lance un nouveau défi en 2025. Le rêve de sa vie, Biodysseus, une première mondiale, vivre 6 mois confiné sous l'océan Arctique, une mission XXL pour aller étudier la biodiversité. Il me paraissait évident de découvrir quels étaient les secrets d'Alban pour avoir la niaque de réaliser ses projets. Vous êtes prêts ? À la rencontre de l'homme qui plonge sous la glace et qui pense que l'impossible est impensable. Alban, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors ma première question est toute simple. C'est quoi pour toi avoir la niaque ? Alors déjà, merci Stéphanie pour cette première, j'en suis ravi. Et c'est quoi avoir la niaque ? C'est vivre avec un grand V, c'est se lâcher, c'est oser, c'est tenter, c'est être curieux, c'est waouh. C'est ça la niaque. Je l'ai pas tout le temps la niaque en fait, je l'ai par moments. Je sais que la niaque, je l'ai sur le début d'un projet. Parce qu'en fait, c'est le début d'un projet, c'est l'ouverture du champ des possibles. Ça veut dire qu'on est capable, on prend une feuille blanche et tout est possible en fait. Moi, je vois pas le problème de réaliser ses rêves. En fait, et donc ça déjà, ça me donne la niaque de me dire tiens, et si je vivais mes rêves ? Bon, ensuite, la deuxième niaque, c'est de le réaliser son projet. C'est de dire, bah voilà, parce qu'on aura rencontré des difficultés, bien évidemment. Donc ça, c'est la deuxième niaque. Et puis la troisième niaque, moi j'ai 3 niaques à chaque fois, par projet, c'est se dire, bah maintenant, je vais faire rêver les gens, je vais leur donner l'envie d'oser, je vais partager ce que j'ai réalisé. Bah, moi, voilà, c'est ça la niaque. Mais je l'ai pas tout le temps, parce que entre la niaque qui est un peu le haut du sommet, et bah, il y a quand même un chemin à parcourir. Tu es en face du petit Alban et tu as la possibilité, toi qui connais la suite, de lui donner un conseil. Qu'est-ce que tu lui dirais ? N'oublie jamais d'avoir confiance en toi. N'oublie jamais d'avoir confiance en toi. Exactement. Si j'avais pas eu confiance en moi, et si j'avais écouté dès l'enfance tout le temps les grandes personnes, parce qu'attention, je dis pas de ne pas les écouter, je dis de tout analyser, de prendre ce qui vous intéresse, et puis d'avoir confiance en soi, parce qu'on oublie d'avoir confiance. Et on est extraordinaire, ça aussi on l'oublie. C'est ça que je lui dirais au petit Alban enfant. Comment avoir confiance en toi ? C'est parce qu'on ose. Je dis souvent oser. Parce que le fait d'oser, on a toujours peur. Sauf que le jour où on a compris que la peur existe que dans des cas particuliers, que pour moi j'ai transformé cette peur, parce qu'on a rarement peur dans une vie, on a plutôt de l'appréhension. Et du moment où on transforme ce mot peur par le mot appréhension, et l'appréhension, c'est le niveau de stress en fait, il y a différents niveaux d'appréhension. Mais l'appréhension, ça nous permet d'être vigilants, d'être concentrés, ça nous permet de préparer nos expéditions, nos aventures, notre travail, nos projets. Donc du moment où on arrive à oser, parce qu'on comprend qu'on n'a pas peur, mais qu'on appréhende seulement, on apprend. Et alors, dans ton parcours, parce que comment on passe de Troyes au pôle Nord ? Comment on passe de l'enfant qui galère comme plein d'enfants et qui n'a pas forcément confiance en lui à explorateur polaire, à tutoyer la glace et à comprendre l'importance de cette banquise ? Je crois que, c'est des gens qui nous inspirent,
Moi, j'ai eu Cousteau, j'ai eu Nicolas Hulot à l'époque. Je veux quand même rappeler que il nous a donné l'envie de découvrir le monde. Nicolas Hulot aussi, hein, c'était quand même Ushuaïa. Cousteau, il nous a fait découvrir l'univers sous-marin, l'exploration, le domaine du possible. Et on a aussi des gens. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'ont appris des choses. Donc, parce que j'ai pas fait spécialement d'études, donc c'est le fait de discuter, d'être curieux. Je crois que la curiosité, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est le fait d'avoir confiance en soi. C'est le fait, comme je le disais tout à l'heure, de comprendre qu'il faut arrêter d'avoir peur, mais qu'il faut oser, et qu'en fait, on est bridé. On a une machine extraordinaire. On est des bêtes, tous, autant qu'on est. Hein. On est extraordinaire. On a 6 vitesses, voire plus. On n'utilise que les 3 ou 4 premières. Je suis pas d'accord, moi, sur ce principe. Et du coup, t'as l'impression que t'as une mission maintenant? Alors non, j'ai pas du tout l'impression que j'ai une mission. La seule mission que je me donne au fond de moi, c'est celle d'être libre et d'être heureux. Pour moi, c'est la priorité. C'est-à-dire que peu importe la manière dont vous êtes heureux, en fait, on s'en fout. Donc je ne cours après rien si ce n'est que celui d'être heureux. Voilà. Et ma manière d'être heureux, c'est de réaliser des projets. En fait, j'ai trouvé ça, c'est de me dépasser parce que ça me permet d'apprendre. Parce que du coup, quand on se dit, on lance des projets comme ça, waouh! Entre les compétences à acquérir, le financier à organiser, enfin tout. Voilà, quels sont les obstacles que tu as dû franchir? Et c'était quoi tes recettes? C'est toujours les rencontres? Voilà, comment tu as fait? Alors, je crois qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir au moins une spécialité. Mais du moment où vous êtes spécialiste dans un domaine, moi c'était à la plongée. J'étais moniteur de plongée, j'avais une spécialité qui était à la plongée sous glace. Il y a un truc qu'on ne sait pas forcément, mais j'ai participé en 2010 à une expédition polaire. Et on était au pôle Nord géographique. C'est une expédition, on était 8, il y avait un chien. Et ça, j'ai été pris dans cette expédition en tant qu'équipier, je m'occupais de la partie plongée sous la banquise. J'avais cette spécialité. Et chacun dans l'équipe avait son domaine d'expertise. Il y avait un photographe, il y avait un médecin, enfin un infirmier urgentiste. Et donc à nous tous, on avait notre mission. Et après, on a le chef d'orchestre qui est le chef d'expédition. J'ai intégré le monde de l'aventure grâce à mon expertise, grâce à la plongée polaire. Et après, j'ai eu, à force de côtoyer le milieu de l'aventure, d'avoir été réaliser cette expédition au pôle Nord géographique, il n'y a pas grand monde qui va là-haut quand même, c'est assez compliqué et difficile, eh bien j'ai une crédibilité. Et en fait, du moment où vous êtes crédible, vous êtes l'expert dans le domaine, et après on fait appel à vous. Et moi je vois pas mal de jeunes qui ont une petite vingtaine d'années, et ça me rappelle moi, quand j'avais une vingtaine d'années, je me disais expert, mais en fait j'y connaissais rien. Et donc je crois que déjà il faut commencer à multiplier ses expériences. Apprenons, découvrons, plantons-nous. Il faut se planter, c'est génial de se planter, moi j'adore ça. Et puis à un moment, on peut potentiellement, quand on a fait des choses, on peut avoir confiance en la personne. Voilà. Mais on n'est pas expert tout ça, il faut, au début, je veux dire, il faut du temps pour ça. Ça se construit. Comment tu as fait pour la préparation physique? Alors il y a une préparation physique, mais il y a aussi une préparation mentale, et tu vois que c'est évidemment cette partie mentale qui m'intéresse. Comment on fait? Comment tu as fait? Alors d'une manière totalement inattendue, et je ne savais pas, en fait je travaillais mon mental depuis des années, parce que j'avais une école de plongée souterraine dans le Lot, à Rocamadour, et j'emmenais des gens, j'avais une école, donc j'emmenais des gens plonger dans des grottes, et puis moi pour m'entraîner, ou pour le plaisir aussi, je plongeais quelquefois seul dans les grottes, loin et profond. Et donc quand on se retrouve dans des grottes, dans des labyrinthes, l'eau elle est... c'est très noir quand même, ça peut être impressionnant, et en fait j'ai compris bien plus tard que mine de rien, j'entraînais mon cerveau à la claustrophobie, à la gestion du stress aussi, et à avoir confiance encore une fois en soi. Ça a été ma manière d'apprendre. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, des années plus tard en fait, en me disant, en fait, je me suis formé pendant 15 ans, à force de plonger, même aussi sous la glace, c'est de cette manière que je me suis forgé un caractère. Après, ça se travaille, le mental se travaille. Je sais que là, si demain je devais repartir sur mes précédentes aventures, je suis pas prêt, je ne l'ai pas dit à mon cerveau, on n'est pas prêts tous les deux. Donc tout ça, il faut du temps et ça se travaille et on est encore une fois capable de choses extraordinaires. Une fois qu'on a compris aussi que quand on part en expédition, il faut 15 jours à peu près, 12-15 jours pour que le corps s'adapte, l'esprit s'adapte à un nouvel environnement. Pareil au retour, il faut aussi du temps pour se réadapter à son nouvel environnement. Une fois qu'on a compris tout ça, on est capable de tout.
Et quand je t'entends dire ça, je me dis, parce qu'effectivement, dans le mental, tu le fais naturellement sans t'en rendre compte, mais c'est vrai que tes expéditions, il y a toujours un risque. Est-ce que quelque part, tu as accepté le risque qui te permet justement de mieux te préparer? Parce qu'il y a toujours un risque quand on plonge sous la glace ou quand on part tout seul en kayak ou en solitaire, il y a toujours un risque. Et donc cette peur, ce risque, C'est intéressant cette vision des choses, parce qu'en fait, c'est pas mes expéditions qui sont dangereuses, c'est la vie. Et pardon, mais je me sens plus en sécurité parce que un mois d'expédition égale un an de travail. Je me sens plus en sécurité au bout du monde sur la banquise. Je dis pas qu'il n'y a pas de danger, hein. Je dis que je me sens plus en sécurité là-bas parce que je maîtrise beaucoup plus de choses que quand je suis sur une autoroute où il y a des gens qui vont rouler n'importe comment. par contre, je vais te poser une autre question. Sur une de tes expositions, c'est une histoire que tu racontes dans tes livres et que j'ai entendu, mais que je trouve juste extraordinaire. C'est aussi la gestion des émotions et la fameuse gestion des émotions. Je sais que tu as une belle histoire avec un ours. La gestion de ces émotions, elle est intéressante parce que cette histoire de rencontre avec l'ours polaire, c'était en remontant d'une plongée, je tombe nez à nez, lui il est en surface et on tombe nez à nez face à face et on se regarde et donc ça dure un certain temps parce qu'en fait il part, donc il est en surface, il nage et ça va très très vite, un ours dans l'eau. Après il revient et on se regarde. Bon, c'était très très fort, bien évidemment. Se retrouver nez à nez face à un ours polaire, c'est juste extraordinaire. Mais je me rappelle, en montant dans la plongée, j'étais frigorifié. J'avais froid, j'en pouvais plus. J'ai fait, 45 minutes de plongée dans de l'eau à moins 1 degré au Groenland. Et quand j'ai vu l'ours polaire, d'un coup, j'ai eu très très chaud. Ça a été instantané. J'ai eu hyper chaud. Et là, rapidement, j'ai regardé son comportement. Et j'ai pas senti le danger. J'ai senti de la curiosité chez lui. Et j'ai senti un peu un jeune ours, alors peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai ressenti. Un jeune ours curieux qui n'avait peut-être jamais vu d'homme. Et on s'est regardé, on s'est cherché, on s'est découvert. J'ai pas senti d'agressivité. Et donc la gestion de ces émotions, je pense qu'elle est liée aussi en fonction des paramètres que l'on rencontre. Et les paramètres, ils sont instinctifs. Les paramètres qu'on retrouve face à face, on les analyse en une microseconde. Je dis pas qu'on a raison. Et donc après, cette gestion de ces émotions, il y a d'un côté la sécurité, le danger qui dit attention mec, ça reste un ours polaire, même si on a envie de le prendre dans ses bras. Donc on a ce danger potentiel et rapidement on se dit on n'est pas chez nous, on n'est que observateur, on n'est que des invités. Et de l'autre côté, cette manière de dire mais t'es en train de vivre un moment extraordinaire que potentiellement tu vas pouvoir partager. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es fié carrément à ton intuition pour ressentir en fait ce qui était bien de faire ou de pas faire, quoi. Quelque part, t'as mis l'intuition au premier plan. Oui, parce que je pense que la gestion de ces émotions, c'est une histoire d'expérience. Souvent, et c'est un point qu'on rencontre chez les jeunes, chez d'autres, pas que, qui n'osent pas, c'est la fameuse gestion de l'échec. On travaille souvent en France sur la gestion de l'erreur, on met en avant l'erreur plutôt que les réussites. Comment t'as fait, toi, ou qu'est-ce que tu penses de l'échec? Alors, la gestion de l'échec, moi, j'ai jamais compris ce truc, en fait. L'échec, c'est quoi? Moi, quelqu'un qui se donne les moyens et qui arrive pas derrière, je lui dis bravo. C'est génial, parce que la personne qui va oser une fois, même si elle s'est plantée, a priori, puisqu'on appelle ça planter, elle recommencera. L'échec, c'est ceux qui n'osent pas, qui n'essayent même pas. Alors, on en connaît tous, des gens qui nous disent, voilà, mais tu sais, si j'avais pas eu ce travail, j'aurais fait ça. Si j'avais pas eu ma femme, j'aurais fait ça. Si j'avais pas eu mon mari, j'aurais fait ça. Tu comprends, mais bon. Non, je comprends pas. Donc, en fait, pour moi, ça n'existe pas. La dernière fois, il y a pas très longtemps, la semaine dernière, je rencontre un petit jeune qui me dit, mais j'ai envie de traverser l'Atlantique. Ça fait 3 ans qu'il m'en parle. Je le revois la semaine dernière. Je dis, vas-y, va traverser l'Atlantique. Ouais, mais tu comprends, j'ai mon job. Bah non, je comprends pas. Ouais, puis attends, j'ai pas, c'est 60 000 euros, mais j'ai pas 60 000 euros. Mais tu crois que moi, sur mes projets, c'est moi qui vais trouver les sous? C'est moi qui avance? C'est pas moi qui finance les projets. Et donc, en fait, je l'ai motivé un petit peu, enfin, une fois de plus, quoi. Et là, il m'a envoyé un message il y a 2 jours. Il me dit, j'en ai parlé à mon employeur, et il me dit qu'il serait d'accord pour, 1, me sponsoriser un petit peu, et de 2, me laisser partir de moi sur la traversée de l'Atlantique. C'est tellement accessible, on se met des barrières tout seul. Le mot échec, tu l'oublies, c'est des expériences que tu renouvelles si ça n'avance pas, et le regard des autres, tu t'en moques, et c'est toujours quelque chose qui te permet d'apprendre, c'est ça? C'est ce que je traduis? Mais tu traduis très bien, c'est exactement ça. Pourquoi on s'occuperait du regard des autres? Il est où
Pourquoi en fait? Je comprends pas. Alors du coup, comme il n'y a que des solutions, toi tu vas encore plus loin avec ton nouveau projet. Donc je le prononce mal peut-être, c'est Biodysseus, une station sous-marine sous la glace au pôle Nord dans laquelle tu veux y passer 6 mois. On est encore monté d'un cran là sur ce projet et je crois que c'est le projet de ta vie ou de tes rêves ou ça fait longtemps que tu le mûris. Ouais, c'est le projet d'une vie en fait, hein, c'est complètement. Ça fait très longtemps que je pense à ça. Ça fait 8 ans que je travaille sur ce projet. On parlait d'échec tout à l'heure. Moi, il y a plein de trucs. En fait, j'aime pas vraiment. Faudrait qu'on le remplace ce mot, hein, échec. Ça va pas du tout. Ça fait 8 ans de travail et en gros, tu sais, j'aime bien les chefs. Les chefs, ils revisitent des desserts, ils revisitent des plats, etc. Et ben en fait, dans les années 1960, le commandant Cousteau. Il n'y a pas que lui, mais d'ailleurs, le commandant Cousteau, il a créé des habitats sous-marins. Il a fait des habitats, ça s'appelait précontinent. Il y a eu plusieurs projets dans le monde, hein, d'ailleurs. Et ben moi, j'ai envie de revisiter le concept des habitats sous-marins. Je vais pas faire comme l'avait fait le commandant Cousteau, prouver que l'homme peut travailler sous la mer, ça c'est fait. Nous, on veut réinventer ce concept d'habiter sous la mer, et encore plus habiter sous les glaces, pour 2 raisons. La première raison, c'est de créer un habitat qui pourrait ressembler un peu à l'ISS qui est dans l'espace, un peu plus petit, où on serait 4 à l'intérieur. C'est un centre de recherche sous-marin, c'est un laboratoire sous-marin, où on va s'immerger au cœur du réacteur climatique. Parce que la banquise se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du monde. Donc si on veut comprendre l'évolution du monde, il faut des données régulières. Et autant on a des données régulières en Antarctique, autant on en a peu en Arctique. S'immerger au cœur du réacteur climatique afin d'apporter des informations régulières. Et pour ça, donc je vais pouvoir emmener des scientifiques au cœur du réacteur et à l'intérieur de cet habitat qui s'appelle la station Biodysseus. Donc, ce que j'aime dans la technologie, c'est la recherche spatiale. Donc en gros, cet habitat sous-marin, ça va être un peu comme l'ISS et on va faire le lien un peu entre les laboratoires qui maîtrisent beaucoup de technologies avant de mettre les technologies dans l'ISS. Nous, on va un peu être entre les deux. On va pouvoir tester en mode dégradé des prototypes et on va pouvoir emmener avec nous des ingénieurs, un peu comme s'ils étaient dans l'ISS. Donc on est vraiment l'entre-deux. Tu veux alerter effectivement sur la banquise, c'est quoi ta vraie mission là? Tu te sens engagé dans... Je parlais des gens qui inspirent, des gens qui m'ont inspiré. Il y a aussi Jean-Louis Etienne qui m'a inspiré. Il y a aussi Bertrand Piccard qui m'a inspiré, la personne qui a qui a fait le tour du monde sans une goutte d'essence. Pendant une 15aine d'années, j'ai tiré des traîneaux au pôle Nord, au Groenland, etc. Avec mes skis, je plongeais sous la glace parce que je voulais découvrir et comprendre l'univers polaire, à quoi ça pouvait servir. Et en gros, moi, ce projet-là, c'est pour moi le Graal de l'explorateur, de dire on va construire quelque chose de conséquent, on va se donner les moyens de servir à la communauté, de servir à la cause. C'est, même si j'avais des partages, je faisais des films, des livres et qu'on allait dans les écoles, là, on va faire encore au-dessus. Mais on va pouvoir emmener des gens dont ce n'est pas le métier dans des univers extrêmes. Et bien pour moi, c'est l'étape d'après de ce que j'ai fait en termes d'exploration, c'est de servir à la cause et de servir à la communauté. Et je terminerai par le fait d'apprendre. Parce que les autres projets, c'est bon, je sais faire. Mais ça, c'est un projet qui est très compliqué, très difficile. Et en fait, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Néanmoins, dans ce projet gigantesque, j'ai vu que tu allais donc passer 6 mois. Comment tu vas te préparer? Alors, j'aurais tendance à dire 2 raisons pour lesquelles on va faire 6 mois. La première raison, c'est en lien avec l'exploration spatiale, parce que quand les gens iront sur Mars, c'est au minimum 6 mois dans un vaisseau spatial, entre 6 et 9 mois. Et la deuxième chose, elle est aussi très personnelle, c'est-à-dire que j'ai envie de vivre au cœur de l'environnement pendant 6 mois, de me voir enfermé dans la glace, de voir la glace se former, c'est ce qu'on appelle l'embâcle, et 6 ou 7 mois plus tard, de voir la glace s'ouvrir. J'aurais l'impression de m'être fait enfermer au cœur de l'environnement, au cœur de la glace, que j'aime et que j'adore. Comment on se prépare? Alors comment on se prépare? Déjà, on le dit à son cerveau, on visualise énormément. Ça veut dire que pour l'instant, je le visualise un peu, mais je suis pas prêt. Par exemple, encore une fois, si demain c'était prêt, je suis pas prêt. Que là, je vais me faire accompagner. Je vais me faire accompagner de psychologues qui sont là aussi, dont c'est le métier. Je vais me faire accompagner donc la visualisation. Je vais me faire accompagner par les psychologues. Et puis après, peut-être que j'aurai effectivement des coachs qui vont aussi m'entourer parce que je ne sais pas tout et que je suis curieux et que j'ai certainement des choses à apprendre et je l'espère. Comment sans rentrer dans les détails, mais finalement, c'est des projets de vie professionnelle, mais c'est aussi ta vie perso. Enfin, c'est un tout.
Ma vie, c'est mon boulot. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est... j'ai souvent tendance à dire, c'est 98% de ma vie, c'est ma vie professionnelle. Mais c'est avant tout ma passion, en fait. Je ne veux pas de vacances. Le mois d'août, c'est le pire pour moi. C'est tout le monde travaille. Je peux pas avancer. C'est l'horreur. J'attends qu'une chose, c'est la rentrée. C'est ma manière à moi d'être très heureux, en fait. De pouvoir construire quelque chose. En fait, moi, il me faut des projets, il me faut des défis. Et je reviens sur ce qu'on avait dit juste avant. Quand je parlais de visualisation, j'ai oublié de te dire, c'est que je vis l'aventure avant de la vivre. Chaque aventure, mais quand on a bien avancé sur le projet, je vis toujours l'aventure avant de la vivre. Et c'est ce qui se passera sur Biodysseus. Ça veut dire que j'ai déjà un peu vécu, mais pas encore, parce que j'ai pas les plans de l'intérieur, etc. Donc, passion, pour moi, quand tu tombes amoureux ou amoureuse, c'est quelque chose d'irrationnel. C'est quelque chose, c'est pas pourquoi, ça fait boum boum dans ton cœur et tu dis, oh là, quelque chose qui se passe, j'ai envie de revoir cette personne. Eh bien, c'est la même chose, la passion. C'est la même chose que ça s'adresse pas à une personne en tant que telle. La passion, c'est peut-être la petite sœur de l'amour. Et moi, je suis passionné. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le projet? Voilà, est-ce que t'es confiant? Ça va se lancer? C'est quand? C'est prévu pour quand? Je suis très confiant. Je suis aussi persévérant. Je crois que la patience et la persévérance, c'est quelque chose de primordial. S'il y a des mots à retenir ou à se faire tatouer, c'est patience et persévérance. J'avais annoncé 2025, ça sera plutôt 2026, peut-être 2027. En fait, ce qui est important pour moi, c'est une histoire de temps. Ce n'est que du temps. J'ai le temps, en fait. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que ça se réalise. Tout est très long, bien évidemment. Dans n'importe quel projet, ça va jamais assez vite. Donc, c'est pas grave. Moi, je veux que ça se réalise. Et alors, si c'est pas 2025, ça sera 2026. Si c'est pas 2026, ça sera 2027. Ce qui est important, c'est que ça voit le jour. Si tu devais nous donner ta recette de l'agnac, tu as déjà dit des mots très importants, mais tu vas les redire parce qu'il faut qu'on les entende. Peut-être un ingrédient secret. Je crois que c'est oser et être curieux. Et pour continuer d'avoir l'agnac, une fois que vous avez osé et que vous êtes curieux et que ça s'arrête un peu, ça s'appelle la patience et la persévérance. Je crois qu'avec les 4 mots, on est pas mal là déjà. Donc on les redit, c'est oser, curiosité, patience et persévérance. Avec ça, je pense qu'on fait 98% du boulot. Génial, merci beaucoup Alban. Et puis on va te suivre dans tes nouvelles aventures en tout cas. L'agnac, le podcast qui vous met en mouvement.